Ah, OK, oui, c'est vrai. Hey, aujourd'hui, on reçoit mon vieil ami, Pat Laprade. Écoute, je vais dire pour la deuxième fois. Pour la deuxième fois. La deuxième fois, on a eu un problème technique la première fois, puis tu as pris du temps que... Écoute, t'en as pas de temps dans la vie parce que t'es partout. T'es à la radio, t'es à la télé. Écoute, je te vois récemment pour l'équipe féminine aussi. Oui. Puis là, moi, je te demande... Mais quand c'est mes vieux chums, Pinocchio, Martin Ross, Sylvain Simard, qui m'appellent pour faire quelque chose, c'est dur de dire non, tu sais. Je trouve ça dommage. Ça m'est déjà arrivé. Écoute, je suis pas chanceux, moi, là-dessus. J'ai déjà fait un podcast, Martin, où c'était mes chums qui s'étaient passés un podcast. On a fait 3 heures de podcast. Parce que c'est des chums, fait on jase de tout et de rien, tu sais. Et puis, il a effacé le fichier par mégarde. Ah non. Celui-là, je l'ai pas refait. Celui-là, je l'ai pas refait. Non. Non, mais on comprend tout dans le business, mais j'apprécie le temps que tu me redonnes. Avec plaisir. Fois. Avec plaisir. Puis cela, il est à son affaire. Il y a des caméras partout. Tout est branché. On sait que ça fonctionne cette fois-là. Puis ça va me permettre, écoute, la dernière fois, j'ai écrit combien de pages? Je pense. Je sais pas, tu avais bien des notes, je me souviens. J'ai bien des notes. Écoute, je pense que 8 pages. On n'avait pas réussi. Puis Sylvain me dit tout le temps, raccourci, fais pas ton Jean-Marc Parent, arrête, hein? Mais... Il a raison. Quand on est bien... Oui, il a raison. Mais comme moi puis toi, là, la dernière fois, on a jasé, ça s'arrête plus. Ben oui, en plus, moi, j'ai la mauvaise habitude de répondre 12 minutes à une question bien simple. Ce qui est le fun des fois, parce que je réponds vraiment à 4 de tes questions dans la même réponse. Oui. Mais en même temps, bon, c'est sûr que ça fait des podcasts plus longs, mais... Je te verrai à Tout le monde en parle. Être le plus roi? Oui, ça serait le fun aussi. T'as-tu déjà assisté à Tout le monde en parle? À un enregistrement, Un enregistrement. Oui. Écoute, ça dure 6 heures de temps. Non, c'est long. C'est long. Oui. Mais on fera pas ça, Sylvain, inquiète pas. Là. Non. On va faire des coupeurs, puis aussi, professionnellement, tu as d'autres choses. Je veux refaire un petit peu ta bio parce que, écoute, on recommence, mais elle est impressionnante. Puis, moi, je suis fier de mon ami. On s'est connus, là, 20 ans au-dessus. Attends, mon garçon, il a 22 ans. 15-16 ans. 15-16 ans? 2007 à 2009, le Pinocchio? Quelque chose comme ça, oui. C'est là c'est dans cette période-là qu'on s'est connus. Ça va vite. C'est ça. 15-16 ans, 17 ans dans ce coin-là. Ouais. Ça, tu vois, ça va trop vite. C'est pour ça que j'ai des cheveux blancs. Mais je suis incapable de passer sur de Maisonneuve et tourner le coin de Crescent sans qu'il y ait 1 million de souvenirs qui me viennent en tête. Écoute, il voulait on a eu du fun. Écoute. À un moment donné, je passe, là, ça fait des années de ça, peut-être 6-7 ans, puis je décide, je vais voir le propriétaire, on était locataire. Peux-tu monter? Tu sais, c'était l'après-midi. J'ai été voir. J'étais triste. Ça a changé. Ça a changé. Ouais. Donc, ils ont fait... le Pinot, il a fait... Tu sais, entre le bar puis, dans le fond, les fenêtres, ils ont fait une terrasse, là, donc ils ont détruit le bar. Donc, quand tu rentres, il n'y a plus rien qui est pareil. Ouais. Donc, mes souvenirs étaient là. Je pensais rentrer, puis c'était pour être la même chose. Puis là, c'était tout détruit. Je dis, ça avait perdu l'âme que c'était. Le bar avec les néons dedans, la vitre par-dessus. C'était vraiment bien. Il manquait un peu d'air climatisé. Pendant longtemps, les lettres Pinocchio, le sigle Pinocchio, était encore sur la vitre. Il avait été décollé, mais tu voyais comme la colle qui faisait encore le logo Pinocchio sur la vitre. Là, donc, non, c'est ça. Ça a été des beaux souvenirs, ça, puis par la suite, le Radio Lounge, mais ça a commencé au Pinocchio, puis c'était 2 mondes différents. Là, vraiment, vraiment. Le Radio Lounge, là. On avait beaucoup de monde de la Rive-Sud qui venait au Pinocchio. Moi, j'avais du fun au Pinocchio, je travaillais au Réseau Lounge. Exactement. C'est ça la différence. C'était pas les mêmes gestionnaires aussi, même si on faisait partie des actionnaires, moi, Benoît, Denis et tout ça. Puis j'en parlais justement avec Ben Gagnon, on a fait des podcasts là, dans le ring de l'immobilier. Puis on a fait le podcast, c'était sur la Rive-Sud. Puis là, il y avait le Radio Lounge qui était au 5e étage en temps. Fait que les histoires ont sorti, là. Mais ça revient toujours à la même chose. C'est un moment de notre vie que je pense pas que les gens vont vivre la même chose. Non, surtout les bars, les clubs, c'est plus la même chose. Il n'y a plus de dance floor.
ça a beaucoup changé. C'est des bars de quartier où les gens vont danser à côté de leurs chaises. Oui. Ça crée une ambiance, le fun, c'est complètement différent. Tu sais, un peu à la Jack Saloon, tu sais, des trucs comme ça. Mais, tu sais, c'est quand même... non, mais ça a été une époque qui a été bien le fun à vivre. Il y avait une appartenance, puis... au travers de ça, j'ai connu un bon ami comme toi, une bonne personne. Là, je ne peux plus te donner le jeton. Je t'avais donné le jeton la dernière fois. C'est vrai. Le Pinocchio, tu l'as-tu gardé? Je l'ai, ben oui, c'est sûr, je l'ai. Je me souviens, t'en souviens-tu, Sylvain? On avait fait des VIP, des jetons, mais il m'en restait 2 ou 3, je pense. Je l'avais perdu. Toi, tu l'avais perdu. J'y avais ramené. Ce jeton-là, puis il m'en avait ramené un. Oui. J'en ai toujours un. Il doit être dans mon sac en haut, là. Ouais. C'est un jeton. Ça, c'était une idée de Ben, ça, je pense, le jeton. Mais le signe qui était dedans là, avec le nez, ça, c'est l'idée de Ben. Ben, on racontera l'histoire en arrière de ça. Donc, né le 31 décembre, c'était ta fête. Oui. On a parlé brièvement. Moi, mes fêtes, j'ai fête plus. C'est fini. Je suis trop vieux. Je les ai trop fêtées dans le temps du Pinocchio. Tu es un auteur, un historien canadien. Écoute, tu es la référence pour la lutte professionnelle. Tu es animateur à TVA Sport. Tu es animateur à la radio. On ne dit pas animateur. Oui, on dit animateur. Je fais du remplacement à BPM. Commencé ça l'été dernier. Puis j'ai fait tout l'été. Puis là, j'ai fait du remplacement cet automne. Puis durant le temps des fêtes également. Ouais. Qui est ma radio de prédilection? Tu montes en haut sur mon ordinateur. Puis c'est BPM. Du matin. Je me lève à 4 le matin. Je réécoute parce que c'est tout ce qui s'est dit la veille. Ouais. De 4 à 6. Après ça, avec Gilbert, je pars. Ouais. Puis là, je pars ma journée jusqu'à... avec Martin, tout ça. Puis quand tu remplaces, ben, je t'écoute. Je devrais t'écrire. Hein? Tu es très, très bon, mon ami. Merci. Monday Night Raw avec Kevin Raphaël. J'adore ton show. Mon garçon, c'est un fanatique de lutte. Sérieusement, il serait ici. Il poserait 1001 questions. Field producer à HBO. Pour Andre the Giant. Ouais. Ça, c'était... incroyable. Blogueur, analyste, annonceur. Écoute, tu es impliqué dans la lutte depuis plus de 13 ans. Dans la lutte depuis 2001. Depuis 2001? 23 ans maintenant. Ça va vite. Hein? Ouais. Puis là, récemment, je te vois, tu t'impliques par rapport au hockey féminin. Hockey féminin, ben oui, essayer de développer des nouvelles expertises, d'ajouter des cordes à mon arc. Tu sais, je veux dire, les médias, c'est ça, hein, quand tu es travailleur autonome, quand tu es pigiste, ben, c'est toujours d'essayer de se trouver des nouveaux projets, de se trouver du travail. Puis je pense qu'il y a un bel engouement en arrière de ça. J'ai la chance. Ben, j'aime le hockey féminin, j'aime le sport féminin. Je suis promoteur d'une organisation de lutte féminine depuis 5-6 ans. Puis j'ai été longtemps impliqué dans ce milieu-là également. Et puis, là, le hockey féminin, tu sais, je trouvais qu'avec le début de la Ligue professionnelle de hockey féminin, une équipe à Montréal, ben, je dis pourquoi pas essayer d'aller chercher cette expertise-là puis de m'impliquer davantage. Là, je ne vois pas de meilleure personne de mettre de l'avant-plan. Quand tu t'impliques dans quelque chose, c'est extraordinaire. On a travaillé ensemble. En premier lieu, on est devenus amis. Tu venais, on en parlait, le Pinocchio. Colin, tu as commencé à travailler avec nous autres. Puis c'était professionnaliste extraordinaire, hors pair. Les livres que tu as écrits, la façon que tu es, écoute, j'espère que tu vas être l'ambassadeur au Québec. Ben écoute, le but, c'est pas d'être l'ambassadeur, mais le but, c'est de au moins... tu sais, je suis devenu la référence de lutte au Québec parce que, j'en ai développé une expertise, j'ai écrit des livres là-dessus, j'ai écrit également, tu sais, des articles, des blogs. Mais le hockey féminin, je veux au moins devenir cette personne-là, c'est-à-dire le journaliste, le chroniqueur qui va couvrir le hockey féminin puis qui va peut-être devenir justement une référence dans ce sport-là. Tu vois, j'ai écrit justement, je suis en train d'écrire la biographie de Kim Saint-Pierre. Oui, félicitations. Merci, qui est la première gardienne de but à avoir été intronisée au temple de la renommée du hockey. Fait que tu sais, déjà là je vais rechercher, c'est le même, quand tu commences dans un nouveau sport comme ça, une nouvelle... Un nouveau domaine, tu repars à zéro. Oui. Peut-être pas à 0-0, j'avais déjà un certain contact, j'avais des trucs, mais tu repars à zéro d'une certaine façon. Puis là, j'attache un livre avec ça. Puis là, je commence à faire des chroniques à la télé là-dessus, puis à la radio, puis j'écris des blogs, puis là, je couvre sur le terrain. Ce qui est très différent de couvrir de la lutte, parce que, le hockey, c'est un autre animal, mais c'est ça qui est le fun. Puis c'est de repartir à zéro, puis d'aller rechercher
sais, faire ce que j'ai fait avec la lutte, de me créer un réseau de contacts, d'y aller avec l'histoire, la crédibilité, en rapportant les nouvelles ou pas nécessairement toujours avec des scoops, mais au moins en rapportant les nouvelles correctement. Tu sais, c'est déjà commencé, tu sais, il y a déjà des... Tu sais, moi, j'ai une certaine rigueur, puis avec la lutte, j'ai acquis de l'expérience aussi à poser les bonnes questions, à arriver, puis pas nécessairement croire tout ce qu'on me dit, puis des fois, douter de certaines réponses, puis aller vérifier. C'est bon de douter, là. C'est pas... Tu sais, je donne un exemple, il est arrivé récemment quelque chose, justement, avec le hockey féminin, où on me dit, ben là, il y a une joueuse qui a signé un contrat de 10 jours, mais elle va pouvoir jouer demain. Et là, je suis comme, dans ma tête, je suis comme, mais demain, c'est la 11e journée. Ça ne fonctionne pas, votre affaire. Oui. Mais là, tu n'es pas pour obstiner la coach qui te dit ça en entrevue. Mais, par la suite, j'envoie un courriel à la Ligue. J'essaie d'avoir des réponses. Puis on m'a répondu, puis on m'a donné une réponse qui était satisfaisante. Puis, ben, je suis le seul à avoir eu cette réponse-là. Tu sais? Mais c'est justement, c'est toujours... Moi, je suis le genre de personne qui va toujours faire, tu sais, l'étape de plus. Ça peut être fatigant des fois, parce que le monde va dire, hey, il est donc bien intense, il est donc bien fatigant, mais c'est toujours dans un but de rapporter la nouvelle la plus proche de la réalité possible. Ça t'emmène de la crédibilité, ça. Ben, je pense. Donc, la plupart des gens n'iront pas cette étape de plus-là. Ouais. Et là, ça devient une nouvelle à moitié. Ben oui, c'est parce qu'ils vont prendre l'information qu'on leur donne, mais ils ne poseront pas nécessairement de questions supplémentaires. Puis des fois, l'information qu'on nous donne, ben, c'est pas toujours la vraie. Peut-être parce que moi, j'ai grandi dans le milieu de la lutte où, justement, la lutte, déjà que, tu sais, il y a beaucoup de choses qui n'étaient pas dites à l'époque, peut-être un peu moins aujourd'hui. On essayait beaucoup de garder le secret autour de la lutte. Mais moi, j'étais celui qui posait toujours la question de plus ou qui ne croyait pas nécessairement, au point que c'est rendu, moi, je suis reconnu dans les shows de lutte où je vais compter les gens dans la salle, tête par tête. Parce que avec les années, on me donnait des chiffres d'assistance. Puis je disais, ben non, ça se peut pas. Ça se peut juste pas. Il y avait pas 1200 personnes, il y en avait 800. Oui. Tu sais? Et là, je me suis développé comme une expertise là-dedans. Puis j'essaie de la transformer aussi avec le hockey. Fait que, tu sais, les chiffres, les stats, ça m'a toujours intéressé. Puis je crois pas toujours ce qu'on me donne. Fait que je fais toujours des doubles vérifications. Puis souvent, ben, je fais bien de faire ça. C'est un peu cette rigueur-là que je veux amener aussi au hockey féminin. Je te demanderai quelques questions par rapport à la finance. Mais je ne veux pas savoir personnel, mais on checkera ça. Okay. Mais tu sais, je t'invite, il y a beaucoup d'invités ici. Parfois, il y en a qui c'est du monde financier, bancaire. Ce que je veux que les gens réalisent, c'est que on te voit partout, puis wow, il était à bonne place au bon moment. C'est pas ça. Là, tu as un passé, je veux que tu le racontes comme tu l'as raconté la dernière fois. Mais c'est pas juste ça. Le succès, là, c'est qu'est-ce que tu viens de dire. Donc, si on va avoir du succès, on va plus loin dans la vie. Que vous soyez dans la profession que vous voulez, dans la vie de tous les jours, il n'y a rien qui est donné. Puis oui, aujourd'hui, on voit les gens tels qu'ils sont. Mais en arrière, là, il y en a eu des embûches, puis je suis parti de loin. Puis c'est très rare que quelqu'un va me dire « Ah non, moi, je suis arrivé à l'université, mon père a payé l'université. » Tout est arrivé de même. Ah oui, puis j'ai eu un job de 200 000 par année, puis c'est fait. Puis non. La plupart ont commencé dans un McDo, ont commencé à quelque part, puis ils ont cru en qu'est-ce qu'ils voulaient faire plus tard, puis ils n'ont pas dérogé. Tu as un but, tu ne déroges pas du but. Le plan peut changer parce qu'il faut que tu t'adaptes par rapport au moment, puis qu'est-ce qui t'arrive, donc les embûches, mais tu focuses sur le but. Puis toi, tu as commencé ça jeune, puis c'est ta mère qui te l'a... ma mère, en fait, m'a montré l'importance de l'argent. Ouais. Tu sais, c'est pas mon père qui était pour me montrer ça. Mon père était plus... je veux pas dire dépensier, mais tu sais, il y avait un côté plus gambler. Là, tu sais, il allait aux courses, il allait au casino. Tu sais, puis bon, tu sais, mon père, ce qu'il m'a déjà dit, lui, c'est... Tu sais, mettons, tu fais une grosse dépense ou tu sors un soir puis tu dépenses plus... Mon père, la meilleure chose qu'il m'a dit, c'est, tu sais, Pat, en bout de ligne, c'est juste de l'argent. Ça aide des fois à te sentir moins coupable d'une dépense ou bon, d'avoir fait le fou un soir. Juste qu'il faut que tu doses ces fois-là. Ma mère, elle, m'a montré l'importance de l'argent. Ma mère, elle, tu sais, dès j'avais 17 ans, j'avais un compte de banque. J'ai eu des REER dès que c'était possible d'en avoir. Okay. Je me rappelle, j'avais gagné 800$ dans un bingo à Rodden. Wow. Et à ce moment-là, les moins de 18 ans avaient le droit d'aller dans les bingos au Québec.
Et ma mère m'a dit, bon, là, t'en mets 400$ à la banque, puis le reste, si tu veux le dépenser, dépense-le. Je m'étais acheté un manteau starter des Bulls, puis des Shaq Attack, là, les souliers de Shaquille O'Neal. Ça vous donne un... J'avais 16 ans, ça vous donne mon âge à peu près, là. Je vais te faire une parenthèse là-dessus. Ouais. Écoute, je suis pareil comme ta mère. Donc, mes garçons, les filles, je dis nos filles, mais ma conjointe, ils reçoivent 100 $, ils reçoivent 200. Aujourd'hui, c'est pas 100 $. Les grands-mères donnent 150 pour cadeau à Noël. Hein. Ils ne peuvent pas tout dépenser, moi. C'est 80 tu le mets à la banque, 20 tu as le droit de faire ce que tu veux avec. Mais durant l'année, ils vont recevoir quasiment 1000 $. Ça n'a pas de sens. Là. Il faut faire un cadeau en avril à Pâques, à Saint-Valentin, à la fête. Ils ont juste des cadeaux. Assez que cette année, on ne savait plus que s'acheter. Puis, donc, la plupart de leur argent, ils peuvent faire qu'est-ce qu'ils en veulent, mais 80 tu le mets de côté. Ma mère m'a montré cette valeur-là. Ma mère m'a montré également que une carte de crédit, c'est de l'argent. Là. C'est pas, ça existe, cet argent-là. Là. Tu ne peux pas vérifier avec une carte de crédit. Non. Que si tu n'as pas l'argent pour la payer à la fin du mois dans la carte de crédit, ben dépense pas. Et honnêtement, j'ai une carte de crédit depuis que j'ai 18 ans. Ben, ça fait quasiment 30 ans que j'ai une carte de crédit. J'ai jamais pas payé ma carte de crédit à la fin du mois. Jamais. Tu sais, il m'a payé le minimum. Puis, tu sais, là, il te charge des intérêts pour la balance. Jamais. Fait que, tu sais, ça, c'est ma mère. Ça, sans ma mère, j'ai pas cette notion-là de l'argent. Ça, c'est définitif. Puis, quand tu as commencé comment dans la vie? Tu sais, je pense que ton père, on a parlé, on se connaît. Ton père t'a emmené dans un gala de lutte, il t'a emmené à gauche et à droite par rapport aux événements, le hockey, tout ça. Ça t'a emmené la passion. Ton père t'a emmené cette passion-là. Là, toi, tu t'es dit, quand, dans ton parcours, tu étais jeune, je vais aller vers là, voici, c'est mon but, c'est mon plan. J'écris un livre, je vais être à radio, je vais être à télé. Hey, c'est ça mon plan. C'était ça ou c'était pas ça pantoute? J'avais un semi-plan. J'ai pris un détour pour y revenir à un moment donné. Donc, je t'explique. Au secondaire, je voulais devenir journaliste sportif. Okay. Tout le secondaire, la seule chose que je parlais, c'est d'être journaliste sportif. Je buvais les paroles ou les écrits des journalistes du Journal de Montréal à l'époque, le Bertrand Raymond, Marc Defoy, puis Serge Touchette et compagnie. Et puis, je voulais être journaliste sportif. Secondaire 4 arrive, 5 en fait, t'appliques pour le cégep. Je rencontre l'orienteur qui me dit « Écoute, tu as des super bonnes notes en chimie puis en physique. » Tu sais, j'avais des bonnes notes de façon générale. Il dit, rentre en sciences pures au cégep. Les communications au cégep, c'est pas important, c'est à l'université que ça se passe. Rentre en sciences pures, pète des scores, puis là, rendu à l'université, tout le monde va vouloir t'avoir. OK. C'est un conseil comme un autre, je connais pas mieux. C'est l'orienteur. Je fais confiance. On se fie sur lui. Alors, je vais à l'université en sciences pures à Maisonneuve et c'est pas du tout les mêmes sciences au secondaire. Là. La chimie, le secondaire 5 puis de cégep, à part le tableau périodique, c'est deux mondes différents, je n'y comprends rien. Alors, je change de branche, je m'en vais en sciences humaines avec mathématiques, parce que ça, les mathématiques, ça allait bien. Et puis, en cours de route, je me perds un peu. OK. Et là, je fais comme, bon, journaliste sportif, prends le bord. Et je me suis comme perdu, puis ce qui m'a ramené, c'est, je pourrais être professeur. Oh. L'enseignement est arrivé là-dedans. Je ne sais pas trop comment, pourquoi, mais je sais que j'étais perdu. Ma mère m'avait envoyé même faire passer un test pour savoir un peu ce que je voulais faire dans la vie, mais je voyais ces choses-là. Mais je voyais les questions venir, là. Tu sais, je veux dire, je savais quoi répondre. À ce moment-là, je voulais m'en aller en enseignement. Oui. J'ai répondu pour que ils me disent l'enseignement, c'est bon pour toi. Oui. Fait que ça n'a rien donné. Ça. Je sais pas si je dis ça à ma mère, mais en tout cas, ça a été de l'argent gaspillé. Puis, en bout de ligne, j'ai été en enseignement. J'ai fait 2 ans là-bas. Et après 2 ans, je commençais à faire des stages. Et là, je rencontrais des professeurs là, qui avaient une passion. Ça faisait 20 ans qu'ils étaient profs. Puis, il y avait encore la passion dans les yeux. Wow. Moi, c'était mon premier stage, puis j'avais pas cette passion-là. Tu l'as réalisé tout de suite avant de continuer? Oui. Oh. Alors là, au même moment est arrivé, je travaillais au Burger King du centre-ville, en face du Labé, Sainte-Catherine, en face du Labé. Gros Burger King ouvert. Souvent, là. Ben oui, il fermait à 4 heures, il ouvrait à 6 heures, c'était bon. Et on m'offre la position d'assistant gérant. Ça demande du temps plein. Ça demande que je lâche l'université. En tout cas,
à temps plein. Alors, au même moment, toutes ces réalisations-là arrivent. Je suis comme, OK, parfait, regarde, je vais écouter ce que la vie m'envoie comme message. Je quitte l'université, je m'en vais, j'accepte le poste d'assistant gérant. 1 an après, je devenais le 2e plus jeune gérant de succursale de Burger King au Québec. Puis, j'ai pris des cours d'administration un peu à l'université, mais 2, 3, puis après ça, les études, ça a été terminé. Je n'ai pas de bac en bout de ligne. Mais j'ai été chez Burger King pendant quelques années après, jusqu'à quand ça ne marche plus. C'est une structure extraordinaire. Absolument. Là. J'ai été chez Tim Hortons. Plus jamais. Ça a été 8 mois, puis ça finit là. Ça n'a pas été une bonne expérience pour toi? Pas du tout. Ça m'a écœuré de la restauration. OK. Et là, je me cherchais un travail plus 9 à 5. Et c'est là qu'est arrivé le comité paritaire des agents de sécurité. Un peu, c'est comme les normes du travail, mais juste pour les agents de sécurité. Alors là, j'étais inspecteur. C'est un métier que tu apprends sur place. Là, tu ne fais pas d'études pour travailler là-dedans. Quand je t'ai rencontré, tu étais dans le domaine. J'étais là, exactement. J'étais là pendant 19 ans. Et à travers ça, arrive la lutte professionnelle. Parce que j'arrive à l'université en 97 et puis je fais une rencontre. La rencontre, c'est un gars qui s'appelle Philippe Leclerc. Il y a un gros événement de lutte au centre Molson à l'époque. Bret Hart contre Shawn Michaels en finale. Un des matchs les plus importants de l'histoire, le Montreal Screwjob, qui est surnommé. Parce que, bon, on n'a pas suivi le scénario en bout de ligne. Vince McMahon a décidé de ne pas dire à un des 2 lutteurs ce qui était réellement pour se passer. C'est de la lutte, il y a un scénario. Mais là, cette fois-là, il a décidé parce que l'autre, Bret Hart, s'en allait, puis il a décidé de lui enlever le titre sans lui dire que voici le scénario, voici comment ça va se passer. Alors, Bret Hart, pas content, puis c'est un des matchs les plus importants de l'histoire à cause de ça. Moi, je suis là cette journée-là. Le lendemain, j'ai un cours à l'université. J'arrive avec mon T-shirt de D-Generation X. Puis là, je vois un autre gars dans la classe qui a un T-shirt de Stone Cold Steve Austin. Ah oui, et là, on a deux gars avec des T-shirts de lutte. C'est sûr qu'on se parle. On vient de débuter l'université. J'ai commencé en septembre 97, on est en novembre. Alors, il me voit... Là, tu avais retourné à l'université. Non, c'était au début. Ça, c'était comme quand j'ai commencé mon bac en enseignement. OK. Donc là, il me voit. Il me dit « Hey, Pat, viens t'asseoir avec moi. » Puis là, on se met à jaser de lutte. C'est devenu encore aujourd'hui un de mes bons amis. 2 ans après, lui a ouvert un site web de lutte. J'ai commencé à écrire des chroniques là-dessus. En 2001, il a commencé à suivre le circuit local, la scène indépendante au Québec. Il a commencé à s'impliquer avec certaines promotions. Je l'ai suivi là-dedans. Donc, c'est là que j'ai fait mes débuts dans la lutte au Québec. J'ai été sonneur de cloche, gérant. J'ai fait quelques combats. Commencé en bas, là. En bas de l'échelle. Le premier rôle que j'ai eu, c'était le 14 septembre 2001. Puis je me souviens de la date parce que j'étais sonneur de cloche. Puis la première chose qu'on m'a demandé, c'est un 10-bell salute pour les victimes de 9/11. Oh. C'est pour ça que je me souviens de la date. C'était un vendredi, 3 jours après. Les événements. Donc, j'ai débuté sonneur de cloche. J'ai eu tous les rôles en bout de ligne. J'ai travaillé en arrière-scène, sur scène, j'ai tout fait. J'ai animé, annoncé, name it. Mais déjà, tu avais une connaissance de la lutte par la passion de ton père. J'avais une connaissance de la lutte, mais pas une connaissance de comment ça se passait. L'arrière-scène et la gestion de tout ça. Exact. Et là, j'en ai appris beaucoup. J'ai continué à écrire là-dessus. Puis là, à un moment donné, j'ai décidé de faire des petits magazines annuels, ce que j'appelais des almanachs de la lutte au Québec. Puis je faisais ça moi-même. Je déboursais pour la production de ça. J'ai un de mes amis en impression qui m'aidait avec le montage. C'était homemade, mais ça sortait bien. Oui. Puis là, je faisais le tour des promotions de lutte au Québec pour vendre ça dans les différents événements de lutte aux 4 coins de la province. C'était bilingue. J'en vendais à Toronto, même aux États-Unis. J'ai fait ça pendant 4 ans. Puis là, à un moment donné, l'idée pour le 5e anniversaire de cet almanach-là, je voulais faire un top 25 des meilleurs lutteurs de tous les temps du Québec. Et puis, j'ai amené quelqu'un avec moi pour travailler là-dessus. Parce que quand même, tu sais, je voulais écrire les biographies français, anglais, c'est quand même beaucoup de travail. Et là, à un moment donné, cette personne-là m'a dit, tu sais, Pat, il dit, on commence à avoir beaucoup de stock. Pourquoi on parle pas non seulement des biographies des lutteurs, mais aussi quelques histoires, tu sais, on the side, tu sais, des moments marquants de ces lutteurs-là. Puis là, à un moment donné, tu réalises que tu as assez de stock pour faire un livre. Alors, le 5e almanach n'a jamais vu le jour. Puis, c'est ce qui est devenu mon premier livre, c'est-à-dire le livre sur l'histoire de la lutte au Québec. Ça me fascine tout le temps. Tu sais, parce que j'ai l'impression qu'une personne qui écrit un livre, notre ami Sylvain, excellent livre en passant,
Il faut que tu aies été à l'école. Moi, tu me demandes d'écrire un livre. C'est tout dans ma tête, là. Mais, tu sais, mais j'avais une facilité à écrire. Tu sais, j'avais déjà commencé à écrire des chroniques. Oui. Bon, tu sais, écrire, ça m'a toujours... Je voulais devenir journaliste sportif. Fait que, tu sais, l'écriture, c'était jamais un problème pour moi. Mais j'avais jamais vraiment travaillé là-dedans. Oui. Fait que là, le livre, c'est ma vraie première expérience. J'avais écrit des blogs. À ce moment-là, j'avais écrit des blogs sur rds.ca, entre autres. Je suivais la lutte pour RDS à l'époque, avant que, bon, j'arrive à TVA Sport des années plus tard. Mais tu sais, j'ai une facilité à écrire. Oui. Fait que je me lance là-dedans. Finalement, cette personne-là lâche parce que son travail est trop prenant. J'en amène un autre avec moi dans l'aventure, qui est Bertrand Hébert, avec qui j'ai fini par écrire plein d'autres livres. Et puis, c'est vraiment ça qui a mené à tout le reste. Parce que, à force de faire des recherches sur ce livre-là, j'ai acquis une connaissance de l'histoire de la lutte au Québec. Mm-hmm. C'est là que je suis devenu un peu la référence. Et quand il y a certains lutteurs qui sont décédés, Édouard Carpentier, entre autres, qui décède en octobre 2010, ben c'est moi qu'on décide d'appeler. Parce qu'à un moment donné, quelqu'un a nommé mon nom. « Hey, appelez ce gars-là, il s'y connaît bien en histoire de la lutte au Québec. » Puis il n'y a personne qui s'y connaît en histoire de la lutte au Québec à ce moment-là. Tu sais qu'on dit que tu es l'historien. Ben exact. Oui, mais c'est parce que tu deviens historien quand tu finis par travailler, puis connaître, puis lire, puis écrire sur un sujet. Puis moi, je l'ai étudié beaucoup, là, cette histoire-là. T'sais. Alors là, ben, je commence à faire des présences à la télé, ici au Québec, mais également en anglais, aux États-Unis, en Ontario, sur des podcasts, des émissions de radio, des newsletters de lutte aussi également, où on me cite, où on me demande de contribuer. Parce que ben, la barrière de la langue fait en sorte qu'aux États-Unis puis en Ontario, ils savent que Montréal a été une plaque tournante au Québec, mais ils ne savent pas à quel point, puis ils n'ont pas personne vraiment qui ont fait des recherches à ce niveau-là, ou en tout cas pas autant que moi je pouvais faire avec les journaux francophones, qui étaient une mine d'or d'informations. Donc, je deviens un peu cette référence-là. Et là, ben, un livre mène à un deuxième livre. Puis, à un moment donné, ben, il y a une équipe de documentaires qui t'appelle pour être consultant. Puis, il y en a une deuxième. Puis là, à un moment donné, tous les projets commencent à s'enchaîner. Puis là, ben, tu es appelé par les médias un peu partout. Tu fais des livres, tu écris des blogs. Puis là, à un moment donné, TVA Sport t'appelle. Et là, tu fais comme... Moi, j'avais déjà été commentateur pour de la télé communautaire une ou deux fois, pour un DVD une fois aussi. Donc, tu n'avais jamais fait ça. J'avais détesté ça. Ah non, plus que ça, j'haïssais ça. Moi, j'ai un gros problème, Martin. Je ne connaissais pas les manœuvres de lutte. À ce jour, c'est encore ma plus grosse faiblesse. C'est je ne retiens pas les noms. Un atémie, une souplesse arrière, des choses comme ça. Ça, c'est la base. Ça, c'est la base. Restant. Mais tout ce qui est un niveau de plus, j'ai beaucoup de difficultés avec ça. Oui. Et je me trouvais pas bon. C'est pour ça que j'avais, tu sais, quand tu n'es pas bon dans quelque chose, tu n'aimeras pas nécessairement ça. Mais là, c'est TVA Sport qui te demande d'être commentateur ou le retour de la WWE en français après 19 ans. Oui. Et tu apprends en plus que c'est Kevin Raphaël qui, quand on lui demande avec qui tu voudrais travailler, il dit « Je veux travailler avec une seule personne, c'est Pat Laprade. » Et on se connaît pas, Kevin et moi. Rien. Lui vous n'avez pas eu de rencontre. Il te connaît par rapport à tout ce que tu as fait. Exact. Et moi, tout ce que je suis la référence que tu es. C'est commentateur de hockey haïtien, là, tu sais, ce qui a été viral sur les réseaux. Oui. Mais on se connaît zéro. Mais lui, c'est ça, il me connaît parce que j'ai fait, parce qu'il écoute des podcasts anglophones où j'ai été invité, puis il trouve ça cool qu'un Québécois se démarque là-dedans à l'étranger. Pas juste dans le ring, mais à l'extérieur de l'arène aussi. Et on a une chimie instantanée. Et là, cette belle aventure-là, tu vois, a eu 6 ans l'automne dernier. On se dirige vers notre 7e année. Et là, ça change. On a une plateforme aussi, j'aimerais ça t'en parler, que tu as parti avec Kevin. Oui, ben en fait, on a commencé à faire des podcasts également, les Antipodes de la lutte, avec Cube Radio et TVA Sport. Et là, ben récemment, on a passé un Patreon également, qui s'appelle Keybook, pour donner encore plus de contenu, tu sais. Mais c'est ça qui arrive, c'est que là, TVA Sport, ça me donne un deuxième départ. Oui. Le livre avait beaucoup aidé. Puis à quelque part, sans le livre, il n'y a pas TVA Sport non plus. Exactement, tout s'est enchaîné. Et là, TVA Sport ouvre un monde de possibilités. Et puis, quand je regarde mon parcours, ben, je me dis, OK, je voulais être journaliste sportif. J'ai pris un long détour de 15 ans. Et là, en ce moment, quand tu regardes ce que je fais, j'anime, j'écris. Les médias ont changé d'avec les années 80. Il y a moins de journaux, fait que j'écris moins. J'écris pas dans des journaux, mais j'écris en ligne. Sur les réseaux. Ce qui est l'équivalent de ce qui étaient les journaux à l'époque. Tu comprends? Donc, j'écris, j'anime,
j'écris des livres, je deviens la référence dans un milieu. Je ne sais pas à quel point, si j'avais suivi un chemin plus direct par rapport au métier que je voulais, si j'avais été capable de faire tout ça. Mais on voit aussi le parcours. Tu sais, tu avais ta passion qui était là, l'écriture. Puis, par la passion, ben tu t'es toujours intéressé. Ben là, tu as été à la lutte. Puis, ça t'a mené indirectement vers ce que tu voulais faire plus tard. Puis, ta détermination. Tu sais, on en parle. Là, OK, c'est devenu... L'almanach est devenu 1, 2, 3, 4, le 5e, tellement rendu. Tellement d'informations que c'est devenu un livre. Puis, ça t'a propulsé vers ça. Ouais. Puis je pourrais un peu, je me relie pas à toi, là, vraiment pas, on n'est pas rendu là. Tu sais, quand tu dis, ben, un me contacte, ça fait boule de neige. Moi, ça a commencé avec Martin Jolicoeur, Journal de Québec, Journal de Montréal, fait des articles. C'est pour ça que j'ai passé, mettons, à Radio-Canada avec Jean-Sébastien. Équipe extraordinaire. Martin Jolicoeur aussi, là, très respectueux et professionnel. Je me suis fait rappeler par la suite. Puis là, il y a des gens qui me disaient comment tu as fait. Ben, comment j'ai fait? Je suis passionné, on fait des podcasts, on le met de l'avant, puis ben, les gens s'associent à ça. Puis quand ils commencent à travailler avec une personne, ben, un appel, puis un autre appel, puis un autre appel. Fait que ta passion a été tellement contagieuse que ça t'a rendu où c'est que t'es. Ben oui, puis j'imagine aussi, à quelque part là-dedans, il faut que tu sois capable de livrer la marchandise. Oui. Si, quand on t'appelle, tu livres pas, tu foires, ben c'est sûr qu'on te rappellera peut-être pas. Mais bon, j'avais cette confiance-là d'être capable. Tu sais, je me souviens, le premier live que j'ai fait à la télé, c'est quand Carpentier est décédé. C'est les nouvelles de 8h à LCN, de 20h à LCN. Puis on est live. Wow. Mais live, dans le fond, là, t'es dans un studio avec l'animateur puis un caméraman. Là. Oui. Moi, j'avais animé des shows de lutte devant des centaines, même des fois des milliers de personnes. Parler devant le public, c'était pas un problème pour moi. Fait que parler devant 2 personnes, tu les vois pas, je sais pas, moi, les dizaines de milliers, peu importe les codes d'écoute qu'ils avaient, tu les vois pas, les gens à la maison. Fait que moi, j'avais pas ce stress-là. C'est pas tout le monde qui est fait comme ça, puis je comprends. Mais moi, j'ai arrivé avec cette confiance-là, je ne veux pas dire ce naturel-là, mais j'avais une certaine aisance que j'ai développée puis qui s'est améliorée avec les années, bien évidemment. Plus tu en fais, plus tu deviens meilleur, en principe. Mais cette première fois-là, je me souviens très bien d'avoir été chez mes parents après puis de leur avoir dit, j'en reviens pas à quel point je me suis surpris à ne pas être nerveux. Parce qu'avant ça, tu l'as dit, c'est quelque chose que tu n'aimais pas, là. Non, là, je te parle pas de ça. Là, je te parle, j'ai juste été interviewé à LCN à ce moment-là. C'est la première fois qu'on m'interviewe pour parler de mes connaissances d'histoire de la lutte. Et j'aurais pu foirer, là, j'aurais pu bégayer, m'enfarger dans mes mots, pas faire une bonne entrevue. Tu sais, à la radio, c'est une chose, au téléphone, c'est une chose, mais là, tu es présent, tu as le souci il y a quand même des gens qui me regardent. Et au contraire, j'ai pas été nerveux, puis ça s'est bien passé. Et là, ben, dans ce temps-là, c'est encore plus payant. Parce que là, les gens vont comme, OK, lui, tu sais, je l'ai vu en entrevue l'autre fois, il est bon, lui, regarde, on va l'amener, on a peut-être tel projet ou tel autre projet. Puis, tu sais, c'est un milieu qui se parle énormément. Donc, tu sais, c'est beaucoup de bouche à oreille qui font en sorte que, ben, au bout de la ligne, quand je regarde ce qui est arrivé depuis 2001, ben, en fait, même un petit peu après ça, mais bon, mettons, depuis les 20 dernières années, ben c'est l'accumulation de tout ça. C'est un projet qui a mené un autre, du bouche à oreille à gauche, à droite. Le premier livre qu'on a écrit, Bertrand et moi, c'est moi qui ai organisé le lancement de A à Z. J'ai jamais organisé de lancement de ma vie. Mais j'avais une idée de c'était quoi un lancement. Oui. J'avais une idée de ce que je voulais. Tu as déjà été dans des lancements, tu t'es fié. J'ai déjà été dans des lancements, mais en même temps, c'est pas comme si j'arrivais chez nous, je prenais des notes. Exactement. Je prenais des notes de ça. Mais je savais ce que je voulais. Puis Bertrand m'a suivi à 100% là-dessus, mais c'est moi qui ai invité le monde. Puis c'est ce qui nous a permis d'avoir une version française de ce livre-là. Parce qu'à la base, notre livre était en anglais. Les maisons d'édition ne voulaient rien savoir de notre livre, disant que la lutte était morte depuis trop longtemps au Québec. À ce moment-là, on est 2011-2012. Et que ce qu'ils nous disaient, c'est qu'on ne fait pas d'argent avec un livre comme ça. Et puis, on a été vers un éditeur en anglais qui avait fait beaucoup de livres sur la lutte, sur l'histoire de la lutte. Et puis, il y a eu un intérêt. Mais il a
a fallu traduire le livre. Puis ensuite, le publier en anglais. Puis là, je voulais faire un lancement. Je voulais que le Québec sache qu'il y avait ce livre-là qui existe. Et tous les médias étaient là. Le TVA Sport et RDS, là, ils sont les deux live à mon lancement. Il y a 98.5 qui est là. Il y a la Radio-Canada, Infoman, La Presse, le Journal de Montréal, la Gazette. Tout le monde est là. Est-ce que c'est toi qui as fait les invitations? Tout le monde. Oui. Juste moi. Tu as appelé, tu as fait les invitations. J'avais déjà, à ce moment-là, on est en 2013. Fait que, ça fait déjà quelques années, je me fais interviewer par différents médias, que je me bâtis un certain réseau de contacts. Parce que tu sais comment ça fonctionne. Tu as été d'un bar longtemps, ça marche par contact. Il faut que tu les entretiennes, ces contacts-là. C'est très important. Parce que justement, tu peux facilement tomber dans l'oubli. Mais tu sais, dans le temps, j'avais un truc aussi. J'appelais Pat, je disais « Hey Pat, viens à soir. » Ah, je ne suis pas sûr. Ben, Sylvain il est là, Benoît est là, l'autre Pat est là. Oui. Après ça, j'appelle Sylvain. « Hey Sylvain! » Je ne les avais pas appelés, là. Ben non, je comprends. Mais c'est... Richard Z. Savoie avait fait la même chose avec les belles oreilles. Il avait appelé, mettons, un, puis parce qu'il est arrivé à un moment où il voulait se séparer. Puis il en appelait un, puis il dit « Ouais, tout le monde revient. » Si tout le monde revient, je vais revenir. Puis là, il appelait, mais personne n'avait dit qu'il revenait, là. Fait que là, quand l'autre appelle l'autre, ben oui, j'ai dit je revenais. OK, parfait, oui, je voulais juste. Puis là, ça fait boule de neige. Ben oui. Mais c'est... Fait que tout ça pour dire qu'en bout de ligne, tu sais, j'ai fait des affaires que je n'avais jamais fait, mais j'avais cette confiance-là en moi qui me disait, regarde, je vais de l'avant, puis ça va donner ce que ça a donné. Et le plus beau compliment que j'ai eu, je pense, sur la journée que j'ai sorti ce livre-là avec Bertrand, c'est même pas sur le livre. C'est que 2 personnes qui sont venues me voir et m'ont dit « Hey, ton lancement, il était professionnel. » Wow. Et j'ai jamais fait de lancement de ma vie. Jamais fait. Ça vient. Alors tu sais, il faut... Je sais pas, tu sais, j'ai peut-être cette naïveté-là de penser que je peux faire n'importe quoi, puis il faut juste qu'on me donne la chance de le faire. Tu sais, la radio, j'ai jamais animé à la radio. J'ai animé des podcasts. Tu n'as jamais animé à la radio, mais avant que tu remplaces cet été, là, je voyais sur tes réseaux sociaux, tu arrivais des heures avant, tu étais préparé, tu mettais une photo, tu n'étais pas encore en onde, tu étais... Là, je vais te poser la question. Comment tu fais dans une journée? Je veux dire, tu as tellement de projets, tu as tellement de choses. Tu te lèves-tu comme moi à 4 heures du matin? Ah non, t'es-tu by the book? T'es comment? Non? Je tu finis tard le soir, mais tu te lèves plus tard le matin. Aujourd'hui, là, tu m'as demandé d'être là pour 10 heures. Si tu savais comment 10 heures, c'est tôt pour moi. Pas vrai? Ah oui, moi, je suis un gars là, qui marche de 2 heures l'après-midi à 2 heures du matin. OK. Le soir, là, c'est souvent là que je suis le plus allumé. Okay. Créativement parlant. Puis je dis créatif parce que je veux pas ce que je fais, c'est de créer du contenu. Là. Il y a différentes façons de créer du contenu. Là. Je suis pas influenceur, là. Je fais pas des TikTok, puis je fais pas des vidéos, puis c'est correct. Là. Chacun crée son contenu comme il veut, mais écrire des articles de 2000 mots, c'est de créer du contenu. Là. Mais c'est quoi, au bout de la ligne? Moi, je me lève à 4 le matin parce qu'il n'y a pas personne non plus qui me dérange. Puis par le temps que les gens commencent à travailler à 8h30, 9h, moi, j'ai déjà fait 4h30, 5h d'ouvrage. Fait que là, je suis créatif, je suis allumé. Mais moi, j'étais pareil comme toi avant. Pendant 26, 27 ans, c'était de nuit. Mais rendu à 9h, là, le soir, là, la plupart du monde fait dodo. Fait que là, moi, j'étais créatif. Oui, mais moi c'est vraiment juste une question que le matin, je ne suis pas allumé. Le matin, mon cerveau ne fonctionne pas aussi bien que le soir. Puis moi, je peux partir là, sur des écrire, dans le fond. Là. J'ai jamais vraiment eu le syndrome de la page blanche. Je touche du bois, là. Ouais. J'espère que c'est du vrai bois. Ouais. Je touche du bois, mais à un moment donné, il faut juste que ça parte. Puis une fois que ça part, c'est correct. Mais tu sais, je te donne un exemple. J'ai écrit un livre récemment pour les enfants sur Kevin Owens, dans la série Raconte-moi, qui est dirigée par Jean Tremblay. Et là, à un moment donné, j'avais rien écrit. Il fallait que je remette le livre. Je pense qu'on était à 2 mois de la date où il fallait que je remette le livre. J'avais rien d'écrit encore. Mais moi, ça ne me stresse pas, ça. Parce que je sais, je suis très dernière minute dans ce que je fais. Oui. Mais quand ça part pour de bon. Puis là, à un moment donné, je suis sur mon divan, j'écoute la télé et j'ai un flash. Je prends mon cellulaire et dans Notes, sur iPhone, j'ai écrit 4000 mots d'une shot, sans arrêt, juste sur mon cellulaire. À pitonner comme ça. T'es pas un gars, j'écris comme ça. Là. Non, t'es parti.
Ouais, quand tu es parti, je ne m'arrête pas, là, je commence pas ici pour écrire après. Écrire comme ça. T'imagines s'il fallait que j'écrive à la main, que je retranscrive ça après ça. Hey, 1972 a appelé, ils veulent avoir leur façon de faire leur livre, là. Je me tiens trop avec toi, Sylvain. Pourquoi Sylvain a écrit son livre à la main? Ben oui, c'est moi qui le retapais après. T'as écrit ton livre à la main, toi. Non, je perdrais beaucoup trop de temps. Ben écoute, j'adore texter, là, mais là, moi, il faut que je sois derrière un ordi. J'ai fait 4000 mots. Puis là, je l'ai envoyé sur mon ordi pour savoir, parce que là, tu es dans Word, ça te donne un nombre de mots. Le note ne te le donne pas. Puis là, je dis 4000, tabarnouche, OK. Là, je laisse ça comme ça, je laisse ça reposer. Quelques semaines après, j'ai un autre flash, je repogne mon cellulaire, je relis où j'étais, tu sais. Et là, je réécris. J'ai écrit 6000 mots. Là, je suis rendu à 10 000. Il faut que j'en écrive entre 16 et 18. Et là, je me dis, OK, ben regarde, je vais me lancer un défi. Je vais refinir ce livre-là directement sur Note. Et c'est ce que j'ai fait. Pour vrai? Et c'est sûr qu'après ça, je l'ai envoyé dans Word, je l'ai corrigé, je l'ai travaillé un petit peu. Mais le premier jet a été écrit 100% sur mon iPhone. Sur Note. Sur Note. Mais c'est ça, mais ça vient par pulsion créative. Tu sais, à un moment donné, j'ai un flash, faut que ça sorte. Ce matin, avant de m'en venir, j'ai écrit l'équivalent d'à peu près une page. Parce que là, j'avais un flash pour mon livre sur Kim Saint-Pierre. Puis, là, ça a sorti. Ça a sorti, il faut que je le fasse. Faut que je le fasse. Fait que ça vient souvent comme ça. Tu sais, c'est du contenu que tu crées. Mais, j'ai pas le syndrome de la page blanche, mais il faut qu'il y ait une idée qui me vienne. Mais quand elle est là, tu sais, comme le livre de Kim Saint-Pierre, il est dans ma tête, là, en ce moment. Oui. C'est juste une question de le cracher, si tu veux. C'est une question de le mettre sur papier. Qu'est-ce qui arrive? C'est un flash-là, mais là, tu es dans le podcast. C'est quoi ta référence? Tu vas te dire un mot, puis après ça, tu vas t'en souvenir, puis après ça, tu pars? Ben, je sais, mais bon, là, je te dirais, j'en ai pas eu de flash. Je suis content que tu dises ça, fait que je voulais savoir si tu étais très concentré. mais non, mais je suis capable de faire... Je vais penser à ça, ça va m'amener Kevin à Raphaël quelque chose est meilleur d'autre. que moi là-dessus. Kevin Raphaël peut faire 4 choses en même temps. Okay. Faire les 4 choses très, très bien. Je me rends pas à 4, mais je suis quand même capable, tu sais, de penser à quelque chose d'autre tout en ayant une conversation. Mais oui, l'idée va me rester. Tu sais, mais des fois, ça arrive aussi, tu fais comme tabarnouche, c'était quoi l'idée que j'avais eue dans la douche hier, puis que je pouvais pas écrire là. Tu sais, t'as pas toujours le temps, tu peux pas toujours, mais tu finis par avoir des brides, tu te souviens un peu, puis là, tu repars. T'sais. Quand on est créatif, je suis un créatif, moi aussi, puis écoute, si tu allais dans Note, j'invente des choses que des fois, 5 ans plus tard, ça sort. Je me dis, j'aurais peut-être dû mettre de l'emphase là-dessus, mais j'adore, il faut que je le mets. Je le mets dans Note, mais moi, j'ai encore le petit côté papier qu'il faut que je me libère, mais c'est correct. Chacun a sa façon en bout de ligne. L'important, c'est de trouver la bonne pour toi. Exactement. Je veux que tu me parles de certaines choses parce que je ne sais pas à combien. Il me dit toujours, hey, je suis rendu à 40. OK. 45. J'aimerais ça qu'on parle de 2 choses. Première des choses, ta première expérience. Ça, je n'ai pas parlé la dernière fois. Première expérience de quoi? Non, je n'irai pas ce côté-là. Toi, là, tu es travailleur autonome. Là. Ouais. C'est ce que tu es rendu. Ouais. L'hypothèque, est-ce que tu connais ça? Ben, très... De base. De base. Ouais. Es-tu du type qui renouvelle? Tu dis, OK, je vais juste renouveler. Sans dire c'est quoi, je ne veux pas savoir l'instruction. Je rappelle ma banque. Ma banque m'a appelé il y a 1 mois pour me parler de mon hypothèque qu'il fallait que je renouvelle. Généralement, c'est quelques mois d'avance. Faut que je les rappelle. Faut que tu rappelles ça. Ouais. Fait que si jamais tu as des questions, notre équipe est extraordinaire. J'en doute pas. Mais ce que je voulais en venir, c'est que tu es tellement structuré, puis je ne veux pas qu'on parle de ton hypothèque. Est-ce que tu transposes ça au niveau... Ta mère t'a montré les finances, puis au niveau tout le restant d'investissement, puis hypothèque. 0, 2 mondes différents. 2 mondes différents. Je suis pas... Je suis préparé. C'est pas vrai que je suis structuré. Oui. J'ai l'air structuré. Parce que tu t'es bien préparé. Parce que je suis over-préparé. Okay. Tu comprends? Je suis trop préparé. Mais je ne suis pas nécessairement structuré. Je fais les choses à gauche, à droite, très dernière minute, mais j'ai appris, tu sais, tu apprends à te connaître avec les années. Moi, j'ai appris que sous pression, je travaillais très, très bien. Oui. Alors, à un moment donné, tu finis par garder ça parce que pour moi, ça fonctionne. Ça ne fonctionne pas pour tout le monde. Puis même si les gens me disent, ben là, tu sais, ça marchera peut-être. Je finis toujours par livrer sous pression. Oui. Fait, tu sais, je finis par m'écouter moi, mais je ne suis pas structuré, je suis préparé.
dans toutes les autres sphères de ma vie, là, ça, là, surtout au niveau monétaire, je suis 0, 0, 0 structuré, puis très bonasse par rapport à ça. OK. Tu as une bonne base parce que ton épargne, tu payes ta carte de crédit, etc. Oui. Ça, c'est bien. Si tu ne l'étais pas, ça serait peut-être catastrophique. Je vais te donner un exemple, OK? Lorsque j'ai quitté mon emploi et que j'ai décidé de devenir travailleur autonome, de la façon dont ça s'est terminé à mon emploi, j'aurais pu toucher à un moment donné des sommes parce que je ne rentrais pas dans les détails, mais j'ai eu un arrêt maladie à travers tout ça. Puis bon, j'aurais pu avoir des prestations de l'assurance-emploi. Oui. Mais par le temps que j'ai des réponses, puis par le temps que ce qu'on me demande de faire, écoute, j'ai plusieurs milliers de dollars que j'aurai jamais, juste parce que j'ai pas été à mes affaires. Juste parce que j'ai pas rempli le bon document, puis je dis, je ferai ça plus tard, puis je ferai ça plus tard, puis là, à un moment donné, tu oublies. Puis là, le plus tard devient 8 mois après. Puis là, tu ne peux plus le faire parce que c'est trop tard. Les délais sont dépassés. Combien de fois j'aurais pu me faire rembourser des trucs? Tu sais, tu fais un achat sur eBay, $20. Tu ne reçois jamais le paquet en question. Tu envoies un message au vendeur, il ne te répond pas. Hey, regarde. Écoute, on est tous d'une façon comme ça aussi. Moi, dans le passé, je l'ai été parce que je suis multitask, puis je veux faire tout en même temps. Puis pour moi, tout est prioritaire. Fait que je ne savais pas comment mettre mes priorités. Puis souvent, je m'arrangeais pour faire ça à la fin de la journée. Rendu à la fin de la journée, il arrive de quoi, tu ne peux plus. Fait que maintenant, ce que je fais, je termine un affaire. Donc, un appel, je termine, je mets mes notes, je passe à l'autre. Mais j'avais toujours le stress de « Hey, il faut que je fasse ça. » Mais non, si je fais ça tout de suite, je ne pourrais pas faire l'autre, puis pas assez. Fait que moi, c'était ce bar-là. Je ne sais pas si toi... Moi, je fais moi-même mes impôts. Okay? Oui. Moi, mon père était comptable. Donc, mon père m'a montré comment faire mes impôts à moi. Je suis pas capable de faire tes impôts. Oui. Je suis capable de faire les miens. Et dans les 10 dernières années, j'ai dû envoyer mon rapport d'impôt en ligne la dernière journée. Je suis comme ça. Dernière minute. OK, c'est la dernière journée. Il faut l'envoyer avant minuit. Là. Il est 4 heures le soir, je vais commencer mes impôts. Mais t'aimes le rush que ça te procure. Moi aussi, je faisais ça aussi. Je ne sais pas si j'aime le rush, mais je compose bien là-dedans. Puis c'est là que je vais être comme... C'est comme l'urgence d'agir me force à être plus productif. Alors que si j'ai trop de temps devant moi, je suis comme, j'ai du temps. J'ai encore 2 mois. Là. J'ai encore 1 mois. J'ai 3. Puis là, à un moment donné, ça s'arrête aussi. Là. Fait que j'ai pas l'urgence d'agir. Mais là, à un moment donné, puis tout dépendamment des projets, l'urgence d'agir n'arrive pas au même moment. Là. Puis avec l'expérience, tu vas savoir combien de temps ça te prend faire certains trucs. T'sais. Donc, j'ai des choses de fait. Là. Mes factures sont déjà, toutes mes choses sont déjà classées. Mais là, c'est de remplir le rapport, puis de s'assurer que c'est correct, puis c'est des bons chiffres. Puis bon, comparativement à l'année passée, j'oublie-tu quelque chose? Des fois, c'est une case, tu coches pas, puis tu manques une opportunité de 500 $ de retour d'impôt. Je fais ça très dernière minute. Fait que je suis zéro structuré au niveau financier. Je suis très dernière minute. Je manque des opportunités. Mais en bout de ligne, tu sais quoi? J'essaie de ne pas m'en faire avec ça. Écoute, parce qu'il y a tellement de stress dans la vie que je ne veux pas me donner ce stress-là supplémentaire. Je vais bien, mes choses vont bien, je m'arrange bien aussi, je sais où je m'en vais, mais en même temps, oui, il y a des choses que je pourrais des fois faire de plus, qui me permettraient d'en avoir plus, mais je ne les fais pas. Puis, à un moment donné, tu fais la paix avec ça. C'est correct avec ça. Écoute, si jamais tu veux un conseil sur quoi pas faire, appelle-moi tout de suite, je vais te répondre. Tu vas me charger pour ton conseil? Non, zéro. C'est moi, ça la question. C'est mon vieux chum d'enfance, il n'y a rien. Moi, c'est gratuit. Tout est gratuit, je suis gratuit. Hein, je l'ai dit à ma blonde, je suis gratuit, bébé. Puis, c'est pour ça qu'elle t'a pris. Oui, fait que je fais le ménage, je fais le lavage, je fais tout. Hey, j'avais dit 2 choses, mais c'est pas vrai, c'est 3. Okay. Avant-hier, Patrick Roy, nouveau coach des Highlanders. Ouais. Je veux ton opinion là-dessus. Avant qu'on parle, par la suite, j'aimerais ça. C'est quoi... Là, tu écris un livre Kim Saint-Pierre, mais c'est quoi tes futurs projets? Ouais. Parce qu'on a un qui ne lâche pas de me regarder tout croche.
Je veux... C'est effrayant. Je pense que je vais m'asseoir là la prochaine fois. Mais je veux savoir qu'est-ce que tu en penses parce que ça reflète le public québécois. Ouais. On est tous passionnés. J'adore Martin Saint-Louis, mais on voulait l'avoir ici au sein ou comme au sein du Canadien ou comme assistant. Il ne serait jamais venu assistant. Après ça, c'était à Ottawa. Ouais. Est-ce qu'il était pour se trouver un job? Là, je te parle de qu'est-ce que tout le monde dit de Patrick. Moi, je pense que la première réaction que j'ai eue, c'est Ottawa a manqué le bateau. Vraiment. Je pense qu'Ottawa aurait eu intérêt manqué le bateau. À aller le chercher. C'est sorti de nulle part. Personne ne s'y attendait. Mais quand tu regardes ça, moi, je trouve que ça a bien de l'allure. Pourquoi? Parce que Lou Lamoriello, il ne rajeunit pas le monsieur. Il est rendu à 80, 81. Ouais. Éventuellement, il va peut-être... Je sais que Patrick Roy, en entrevue, il a dit « Avec l'Avalanche, j'ai réalisé que je ne pouvais pas combiner les deux positions. Ouais. » Ça, c'est correct. Ça me va. Puis je le crois quand il dit ça. Mais ça ne veut pas plus dire qu'éventuellement, il ne se trouvera pas au deuxième étage à remplacer Lou Lamoriello puis à avoir un coach, à engager quelqu'un d'autre comme coach. Mm-hmm. Moi, je pense qu'il y a un peu de ça dans la décision de Patrick Roy d'aller du côté des Islanders. Les Islanders, Lou Lamoriello l'a dit, on avait un choix. Là. C'était lui, on n'a pas parlé à personne d'autre. Donc, il voulait aller chercher Roy. C'est deux coqs, c'est deux personnes qui ont des têtes fortes, mais qui veulent gagner. Un respect mutuel. Il y a un respect mutuel. Ils sont les deux avec une ligne dure, puis je pense qu'il vient se rejoindre là-dedans. Et je pense, moi, que la journée où Lamoriello va vouloir en prendre moins, puis peut-être même laisser sa place, ben c'est justement Roy a la capacité de jouer ce rôle-là également. Oui. Puis Patrick ne rajeunit pas non plus, il ne faut pas l'oublier. Donc, 55, 56? Il est né en 65. C'est ça, c'est 58. Donc, il approche la soixantaine. Tu sais, veut pas, les années vont passer, là. Puis peut-être, justement, quand il va être début soixantaine, il va peut-être être content de peut-être plus être coach, puis de passer, toutes les heures à regarder les vidéos, puis tout ça, puis être au deuxième étage. Puis il y a le DG parfait pour ça avec Lou Lamoriello, où lui aussi avance en âge. Donc, je pense que c'est une bonne combinaison. Les Islanders ont peut-être pas le meilleur. Ils ont des bons espoirs. Il y a une belle équipe. Ils ont des bons espoirs, mais ils ont certains bons jeunes joueurs. Barzal, Noah Dobson, Sorokin, devant le filet. C'est peut-être pas la profondeur au niveau jeunesse qu'Ottawa a, ou que Columbus a, avec qui Roy avait également eu des discussions l'année passée. Par contre, ça demeure un défi, puis je pense qu'il va le voir comme ça, parce que Pat, c'est justement ça, c'est ce genre de gars-là qui carbure au défi. Oui. Maintenant, c'est un gars c'est un gagnant dans l'âme, et lui, il n'y a pas deux mesures, là, c'est une mesure, puis c'est là qu'on... Maintenant, ce qui me fait rire, c'est la façon que les gens réagissent à la nouvelle. Oui. Les réseaux sociaux, il faut en prendre puis en laisser. C'est super, les réseaux sociaux, puis ça peut très rapidement être toxique également. Puis autant, dans la dernière année, combien de fois on entendait comment ça se fait que Roy n'est pas dans la ligue? Comment ça se fait qu'il n'y a pas une place de coach? Pourquoi il n'est pas à Ottawa? On le veut à Ottawa, on le veut à Ottawa. Oui. Et là, il signe avec les Highlanders. Et là, ben, il est Patrick Roy, là. Le Patrick Roy qui, bon, oui, il a appris sa leçon, il a pris de l'expérience. C'est encore un winner, c'est encore un gagnant. Il l'a montré avec les Remparts de Québec la saison dernière. Mais là, il y a une photo qui sort de Roy qui engueule un joueur, puis on voit sa face qui a l'air choquée. Et là, Roy, un autre là, qui n'a pas compris que tu coaches plus comme ça dans la ligue. Ah. Puis, je suis comme, mais oui, mais vous êtes les mêmes qui voulaient qu'il revienne. Roy, il revient comme il revient. C'est pas une photo qui fait une saison. Exactement, c'est une photo. C'est un moment, c'est une seconde dans un contexte donné. Il va driver ses joueurs pour que ses joueurs jouent à leur plein potentiel. Puis déjà, tu as Barzal et Dobson qui sont sortis en disant « Crème, qu'on a aimé notre première pratique avec lui. » Parce que justement, il nous pousse davantage. Mais tu peux pas pousser quelqu'un avec un sourire dans le visage puis en donnant une fleur. Là. Ça marche, marche pas de même. Ah non, ça marche pas. Tu sais, des fois, il faut que tu te fâches un peu. Ça veut pas dire que tu comprends pas tes joueurs. Ça veut pas dire que tu es de la vieille école parce que tu t'es fâché après un joueur qui a peut-être fait une gaffe sur la patinoire qui t'a fait marquer un but contre toi. Mais bon, les réseaux sociaux étant ce qu'ils sont, c'est ça, les réseaux sociaux. Ça me fait juste rire. Tu sais, TVA Sport a fait un clin d'œil hier soir. 3e étoile, c'était le gardien de Dallas. 2e étoile, c'était le gardien des Islanders. Vu qu'il a gagné, on donnait la première étoile à Patrick Roy. C'est un clin d'œil. Ben oui. C'est un show de télé. Là. Il y a rien de...
pas dans les stats officielles de la Ligue, là. C'est pas les étoiles qui ont été données au match des Islanders ou, bon, peu importe. Et là, les réseaux sociaux ont comme, c'est pour ça que TVA Sport, personne ne les écoute. Puis, mais de quoi vous parlez? C'est un clin d'œil qu'on fait. Si tu as trouvé ça sympathique, c'était ça le but. Si tu n'as pas aimé ça, tu as le droit. Vire pas fou avec ça. Ben, moi, j'adore ça. Puis j'adore les animateurs de TVA Sport. Moi, en général, tu as les deux facettes, RDS, TVA Sport. J'écoute les deux. Moi, les deux viennent me rejoindre. Tu as une nouvelle génération avec Max, avec Guillaume Latendresse, Dave Morissette, un de mes vieux amis. J'adore ça. Puis de l'autre côté, tu as la base, tu sais, c'est à partir de là, RDS, qui est totalement différent, mais les deux. Mais il y a un puis je veux pas m'éterniser là-dessus, mais il y a un bashing sur TVA et TVA Sport. Et moi, je m'en suis rendu compte, la journée, j'ai écrit un article sur Alexis Lafrenière. C'est la première fois que j'ai écrit un article pour TVA Sport qui n'est pas de la lutte. Oui. Et j'ai écrit un article statistique, là, je me fie à des stats. Après 100 matchs, Lafrenière a combien de points? Comment ça se compare à d'autres anciens premiers choix? Oui. Par exemple, un Joe Thornton, qui lui avait pas beaucoup de points non plus après 100 matchs. Il a développé sur le tard, alors que d'autres se sont développés plus rapidement. Et là, je fais une analyse statistique. Et là, je me dis, basé là-dessus, basé sur les statistiques, si la tendance reste la même, Lafrenière n'aura peut-être pas la carrière qu'on espère d'un premier choix. Uniquement basé sur une analyse statistique. Pas mon opinion, là. Oui. J'amène les points avec des chiffres. Et les commentaires que ça a eu. Le troisième commentaire que j'ai lu, j'en ai lu 3. Les 2 premiers étaient pas bons, mais le troisième, c'était « Ah ben oui, c'est sûr. TVA Sport qui trouve un moyen de bâcher un Québécois. Ah. » Et là, je suis comme « Mais lui, est-ce qu'il sait que c'est pas TVA Sport qui m'a demandé d'écrire un article? Non. C'est moi qui ai eu une idée. Je l'ai proposé à la personne, à mon patron, qui a dit « Oui, j'aime l'idée. » Puis j'ai hâte de voir le résultat, qui a adoré parce que je restais dans les cadres mathématiques de la chose. Donc, c'était pas une opinion que je donnais uniquement des chiffres. Tu peux pas obstiner des chiffres. Ben non, on le fait toutes les semaines avec Cole Caulfield, ce qui est rendu. Mon garçon, hier, il me dit « Hey, Cole Caulfield, il a autant de buts que McDavid. » Je dis « Ben non, ça se peut pas. Ouais. On parle pas des points, des buts, 16-16. Parfait. Ah ben oui, mais l'autre, il a 38 points de plus, etc. Mais c'est ça. Ça fait en sorte qu'à un moment donné, les réseaux sociaux, tu sais, t'en prends puis t'en laisses. C'est peut-être la chose, comme je te dis, il y a plein de points positifs à ça. Mais quand ça devient toxique, moi, je suis comme, OK, regarde. Puis ma philosophie 2023 que je vais amener en 2024, c'est bloc delete. Quand ça fait plus mon affaire, quand c'est rendu trop lourd, un internaute en particulier, ou tu sais, qui commence à, tu sais, hey, regarde, bloc delete. Là, moi, je te connais pas. Puis j'ai pas à commencer à être dans cet environnement toxique-là, à pas bien filer parce que là, tu me critiques pour absolument, hey, regarde, ça fait pas dans. Hey, moi, bloc delete, c'est mon réseau social à moi. Moi, je fais ça depuis un an, là. Je décide qui est abonné et qui ne l'est pas. That's it. Ceci étant dit, écoute, je veux que tu nous dis, dans le futur, c'est quoi tes futurs projets avant de terminer? Parce que je suis intéressé, puis je sais que tout le monde l'est, là, je veux voir. J'espère à quel moment le podcast va sortir ou les extraits vont sortir, mais au mois de mai, je sors mon livre sur Kevin Owens pour enfants, raconte-moi. Ça, c'est prévu pour le mois de mai. À l'automne, c'est la biographie de Kim Saint-Pierre. À l'automne 2025, c'est un livre sur Dino Bravo, l'ancien lutteur qui est décédé tragiquement à Laval. Il s'est fait assassiner chez lui, dans son salon, qui a été une grande vedette du monde de la lutte ici local. Moi et Bertrand Hébert, on fait un true crime story. C'est en anglais. Peut-être qu'il va y avoir une version française, mais c'est en anglais à la base. Donc, sous version true crime story. Donc, pas nécessairement biographique, mais inspiré de la vraie vie et de la réalité, mais à la manière true crime story. Donc, plus romanesque, si tu veux, avec des dialogues et d'autres choses. Donc, est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui s'est dit par rapport à ça? Oui, exactement. Qui était rendu dans le milieu par rapport Exactement. Fait que, tu sais, le titre temporaire, c'est Who Killed Dino Bravo, tu sais. Ça fit avec la trame plus crime et true crime story de tout ça. Et puis, j'ai d'autres idées de livres. Mais là, je vais attendre d'en finir au moins 2 sur 3 pour commencer à m'embarquer ailleurs.
Il y a TVA Sport qui continue avec la lutte, le podcast, le Patreon qu'on veut développer, Kevin Raphaël et moi. Le hockey féminin commence à prendre de plus en plus de place avec ma page Facebook, hockeyféminin.ca. Puis là, j'ai d'autres choses aussi qui vont être annoncées dans les prochaines semaines, d'autres plateformes sur lesquelles je vais écrire pour le hockey féminin, en plus d'avoir des blogs sur TVA Sport et des chroniques à LCN la fin de semaine le matin. Donc, on commence à développer ça un peu plus. Et il y a toujours d'autres projets qui s'ajoutent. Il y a une grosse... le Musée de la civilisation avec Robert Lepage fait une grosse exposition sur la lutte. L'ouverture, c'est au mois de mars. J'ai été impliqué avec eux autres l'an dernier. Et là, je vais être là. Puis c'est une exposition à ne pas manquer. Donc, toujours... Puis je couvre réellement la lutte. On est un lundi aujourd'hui. Dans quelques jours, je m'en vais à Tampa pour couvrir le Royal Rumble de la WWE. Je couvre la scène locale aussi de lutte le plus possible ici au Québec. Donc, j'ai pas de blonde, j'ai pas d'enfant. Moi, j'ai un mot. Vous savez pourquoi. J'ai un mot. Dans le fond, je te regarde, tu ressembles à Clark Kent. Clark Kent, c'était pas Superman? C'est ça? Superman. Avec tout ce que tu as là, sur la table, c'est exactement ça. Je me change moins rapidement dans une cabine téléphonique. Je commence à moins rentrer dans les cabines téléphoniques, même. Oui, je rentre plus partout, je pourrais te dire. Oui, faut que je recommence le gym également en 2024. Écoute, moi, là, je t'encourage, puis j'ai hâte de te revoir parce que je me garde un super avec toi ou quelque chose. Oui. Mon ami... avec Sly aussi, là. Oui, on l'emmène. Ça va être le conducteur désigné. Aussi, hey, tu vois? Ça c'est pratique pour ça. Hein? Ça, c'est... Avant, je trouvais jamais vraiment une raison d'être, une utilité. Là, il y en a une, Sylvain. Enfin, après toutes ces années. C'est ça. Écoute, j'ai 8 pages encore. J'ai rien dit sur mes sujets. Ce qui fait que c'est extraordinaire. Tu es une personne extraordinaire que j'aime beaucoup. Très professionnelle. J'ai hâte aux 3 prochains livres. Puis je continue à te suivre BPM et à TVA. Merci, mon ami, de ce podcast. C'est à toi, Martin. J'ai hâte de recommencer ça. Merci. À la prochaine.